Vers une alternance démocratique à la tête du Niger, ce sera une première. Le président sortant s'en réjouit. Le Mali en guerre contre le djihadisme. L'armée annonce avoir mis hors d'état de nuire de présumés djihadistes ce week-end. Trois casques bleus ont péri ce week-end en Centrafrique. Leurs tueurs sont encore non identifiés. Voilà pour le sommaire et bienvenue à ce journal. Au Mali, l'offensive contre les hors-la-loi se poursuit. Ce week-end, l'armée affirme avoir abattu une dizaine de djihadistes présumés dans le centre du pays. Les précisions à travers ce reportage. Nouvel exploit de l'armée malienne contre les groupes djihadistes. Elle a annoncé ce week-end avoir tué une dizaine de djihadistes présumés dans le centre du pays, près de la frontière burkinabé, lors d'une attaque contre un convoi militaire sans subir la moindre perte. L'attaque a eu lieu entre Dinangourou et Mondoro, a indiqué l'armée sur Twitter. Le détachement accroché par les assaillants a bénéficié d'un appui de feu de l'aviation, a-t-elle dit sans plus de détails. Selon la même source, le bilan s'établit côté ennemi à une dizaine de terroristes tués, sans perte en vies humaines du côté des militaires maliens. Le centre du Mali est pris dans un tourbillon de violence depuis l'apparition en 2015 d'un groupe djihadiste mené par le prédicateur Peul, Amadou Koufa, qui a largement recruté au sein de sa communauté. Les affrontements se sont multipliés entre les Peuls, majoritairement éleveurs, et les ethnies Bambara et Dogon, pratiquant essentiellement l'agriculture, qui ont créé à leur tour leur groupe d'autodéfense, notamment en s'appuyant sur les chasseurs traditionnels d'Ozo. Dans un rapport transmis la semaine dernière au Conseil de sécurité de l'ONU, la Commission d'enquête internationale sur le Mali accuse de crimes de guerre l'armée malienne et d'autres protagonistes et de crimes contre l'humanité, les groupes djihadistes et la milice Dogon. Ce dimanche 27 décembre, jour d'élection au Niger, un jour spécial selon le président sortant Mahamadou Issoufou. Le pays s'apprête en effet à opérer une alternance démocratique au sommet de l'État. Après avoir voté, le président sortant Mahamadou Issoufou, qui a préparé son dauphin, a salué les efforts en cours. Écoutons-le. C'est aussi et surtout un jour spécial pour le Niger. Pour le Niger qui va connaître pour la première fois de son histoire une alternance démocratique. Et j'espère que cette alternance démocratique, cette première, sera une pierre d'attente pour d'autres alternances afin de consolider notre processus démocratique. Cette première alternance, je l'espère, va permettre au Niger de consolider son statut de modèle de démocratie en Afrique et dans le monde. Le Niger est un modèle de démocratie parce que aussi nous sommes porteurs d'une ambition. L'ambition de moderniser la politique. L'ambition de détribaliser la politique. L'ambition de faire la politique autour des valeurs et non pas sur des bases identitaires. En Centrafrique à présent, 3 casques bleus ont été tués ce week-end par des combattants armés non identifiés. L'attaque est survenue juste après la rupture du cessez-le-feu par la coalition rebelle. Reportage. Ils sont 3 casques bleus, tous du Burundi, à avoir été tués et 2 autres blessés, a annoncé l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, en condamnant des attaques menées par des combattants armés non encore identifiés. Les attaques se sont produites à Dekoa et Bakouma, respectivement au centre et au sud du pays, a précisé l'ONU dans un communiqué. La tenue des élections en Centrafrique, un pays ravagé par la guerre civile et au territoire encore contrôlé aux 2/3 par des groupes armés, est un enjeu majeur pour la communauté internationale et le président sortant, Faustin Archange Touadéra, grand favori du scrutin.
Quelques jours plus tôt, la coalition dite rebelle avait décrété un cessez-le-feu unilatéral de 3 jours arrivant à échéance avant le vote, tout en demandant au président Touadéra de suspendre les élections dont les conditions de bon déroulement n'auraient pas été réunies. Face au refus de l'exécutif d'obtempérer, les rebelles, par le biais du commandant du mouvement 3R, Retour, Réclamation et Réhabilitation, ont décidé de marcher sur Bangui. La riposte des casques bleus aura certes coûté en perte en vies humaines aux forces de sécurité, mais la progression des rebelles a pu être enrayée. Désormais, sur le terrain, l'armée est appuyée non seulement par des casques bleus, mais aussi par des centaines de renforts dépêchés par le Rwanda et la Russie dans le cadre d'accords de coopération bilatérale. En Tunisie, l'état d'urgence en vigueur depuis un attentat djihadiste sanglant contre un bus de la garde présidentielle à Tunis en novembre 2015 a été prolongé de 6 mois, et ce jusqu'au 23 juin 2021. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi la présidence tunisienne. Selon un bref communiqué de la présidence, le chef de l'État tunisien Kaïs Saïed a décidé la prolongation de 6 mois de l'état d'urgence sur tout le territoire du pays, du 26 décembre 2020 jusqu'au 23 juin 2021. Outre la menace terroriste, la Tunisie est aussi sous couvre-feu nocturne en raison de la propagation de l'épidémie de nouveau coronavirus qui a touché 126 752 personnes, dont 4 324 sont décédées, selon un bilan actualisé du ministère de la Santé. Reconduit sans discontinuité depuis 2015, l'état d'urgence octroie des pouvoirs d'exception aux forces de l'ordre. Il permet notamment l'interdiction des grèves et des réunions de nature à provoquer le désordre, ou encore l'adoption de mesures pour assurer le contrôle de la presse. Ces dernières semaines ont été marquées par une instabilité politique et sociale et le déclenchement de mouvements revendicatifs dans plusieurs régions. Insistant sur la menace terroriste, le ministère de l'Intérieur a indiqué ce vendredi dans un communiqué qu'un homme aux apparences extrémistes avait tenté d'agresser un policier jeudi à Tunis avec un grand couteau en criant « Allah Akbar ». Le 20 décembre dernier, un jeune berger a été décapité selon la justice par un groupe terroriste dans une zone montagneuse à Kasserine, dans le centre, un repère de la branche djihadiste locale d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI. En Libye, le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar, accompagné par une délégation de l'armée, a rencontré à Tripoli son homologue libyen. Au menu des échanges, les domaines de coopération et la coordination militaire entre les deux pays. Le reportage pour plus de détails. Cette visite inattendue survient au lendemain de l'appel du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'est de la Libye, à chasser l'occupant turc alors que des pourparlers sont en cours pour sortir le pays de l'impasse. La Libye est plongée dans le chaos depuis la chute du régime Muammar Kadhafi en 2011. Deux autorités s'y disputent le pouvoir, le gouvernement d'union nationale, GNA, à Tripoli, reconnu par l'ONU et soutenu par la Turquie, et un pouvoir incarné par Khalifa Haftar, soutenu par la Russie et les Émirats arabes unis. Le soutien turc au GNA, notamment par l'envoi de conseillers militaires et de drones, lui a permis d'infliger une série de défaites aux portes de Tripoli aux forces du maréchal. Il y a quelques jours, le Parlement turc a adopté une motion prolongeant de 18 mois l'autorisation de déployer des militaires en Libye où l'intervention d'Ankara aux côtés du gouvernement de Tripoli a inversé le cours du conflit. Le maréchal Haftar a récemment affirmé qu'il n'y aurait pas de paix en présence d'un colonisateur sur ces terres dans un discours à l'occasion du 69e anniversaire de l'indépendance du pays, tandis que le même jour, le chef du GNA, Fayez al-Sarraj, appelait depuis Tripoli ses compatriotes à tourner la page des désaccords pour aboutir à la stabilité. Un cessez-le-feu signé en octobre sous l'égide de l'ONU et globalement respecté depuis a permis aux parties rivales de retourner à la table des négociations. Cette visite d'Hulusi Akar lui permettra en outre d'inspecter les unités militaires turques présentes dans le pays. Et la Libye a célébré le 69e anniversaire de son indépendance avec des parades militaires organisées dans le centre de la capitale Tripoli, où un important dispositif sécuritaire est déployé. Des centaines de Libyens, arborant le drapeau national rouge, vert et noir, se sont rassemblés sur la place des Martyrs, au cœur de la capitale, longtemps appelée place verte, où le dirigeant déchu Muammar Kadhafi aimait prononcer ses discours.
Ce 69e anniversaire de dépendance avec des parades militaires organisées dans le centre de la capitale Tripoli, où un important dispositif sécuritaire est déployé, n'a pas réuni tous les fils du pays. Toutefois, des centaines de Libyens arborant le drapeau national rouge, vert et noir se sont rassemblés sur la place des Martyrs au cœur de la capitale, longtemps appelée Place Verte, où le dirigeant déchu Muammar Kadhafi aimait prononcer ses discours. Interdite à la circulation dès la veille, les autorités y ont déployé des voitures de police et installé des estrades où se sont succédés discours et chants patriotiques avant l'habituel feu d'artifice à la nuit tombée. Le chef du gouvernement d'union nationale, Fayez al-Sarraj, et des membres de son cabinet qui portaient tous des masques en raison de la pandémie de coronavirus ont assisté à la mi-journée à la parade des forces de police et de l'armée. La fête de l'indépendance, proclamée par le roi Idriss le 24 décembre 1951, a fait son retour en 2012 au calendrier officiel après avoir été supprimée pendant 42 ans sous le régime de Kadhafi, renversé puis tué en octobre 2011 à la suite d'une révolte. Depuis, le pays a sombré dans le chaos et est aujourd'hui déchiré entre deux camps rivaux, le JNA basé à Tripoli et reconnu par l'ONU, et un pouvoir à l'Est incarné par le maréchal Khalifa Haftar. Un cessez-le-feu signé en octobre sous l'égide de l'ONU et globalement respecté depuis a permis aux parties rivales de retourner à la table des négociations. Et c'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur Sika TV.